Cette semaine, dans votre émission Repère, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves Bonner, un homme proactif de 55 ans, chef d'entreprise, consultant formateur dans l'accompagnement des entreprises, secrétaire général du syndicat des entrepreneurs et président de Contact Entreprise. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Karina. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bon, la petite description est très bien en fait. Bon, ça retrace pas mon passé, mais disons que je suis secrétaire général du syndicat des entrepreneurs en bâtiment et annexes de Martinique, qui est très récemment devenu fédération régionale, avec un objectif très clair, celui de fédérer. Voilà, donc je suis un Martiniquais caribéen, convaincu, amoureux de son pays et on en parlait tout à l'heure, bienveillant. Bah, justement, voilà. On va parler de tout ça. Et pour revenir sur le passé, est-ce que tu peux nous parler, nous en dire un peu plus justement sur ta famille, ton enfance, ton parcours scolaire ? Oui, alors moi je suis né au Marin, je suis fier d'être né au Marin. Je suis un vrai Marinois, donc je suis parmi ceux qui sont nés à la maternité du Marin avant qu'elle ne soit malheureusement désaffectée. Et donc maintenant on n'a plus que des Foyalais et des Chelchirois. Mais moi je suis un vrai Marinois. Donc voilà, donc j'ai grandi dans ma commune de naissance, dans une famille avec 2 parents enseignants et avec un frère aîné et une jeune sœur, donc une fratrie de 3. Enfance normale, heureuse, bien insérée dans la commune, notamment au travers de mes activités sportives, puisque j'ai été très tôt d'abord basketteur. Ah, j'ai vu ça, que tu as effectivement un parcours sportif qui est quand même assez... Un petit peu. Alors, j'ai fait du basket et j'ai été champion de la Martinique minime de basket malgré moi. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais benjamin et que je me suis retrouvé avec des joueurs émérites, les Zahir, les Marie, les Sivat, etc. Donc, j'étais champion malgré moi. Et puis après, je suis passé au foot. D'abord à l'Olympique du Marin. Et puis, beaucoup plus tard, à l'Union sportive marinoise, à l'USM. Mais cette époque, en fait, était une époque bénie parce que le sport collectif et le foot singulièrement au Marin, alors qu'il y a eu une importance très, très grande dans la commune, avec un club phare, l'Olympique. Et puis, c'était vraiment une époque de mélange social, de camaraderie, de vraie camaraderie, avec de très, très bons moments, de très belles aventures. Donc voilà, et puis après, il a fallu aller au lycée. Donc, je suis allé au lycée à Trinité. Non, d'abord au lycée technique, en seconde. Et puis, après, j'avais choisi ma voie, en fait, dans le génie civil, le bâtiment, les travaux publics. Et donc, j'ai bifurqué à partir de la première au lycée de Trinité, où j'étais interne. Donc, j'y passais la semaine. Et puis, je revenais au Marin le week-end. Et comment ça s'est passé, justement, cet internat ? Loin de ton Marin bien, c'est... non, mais c'est l'apprentissage de la vie en collectivité. Donc, ça forge, en fait, les caractères, parce que les jeunes hommes et les ados à cet âge-là, c'est quand même dur parfois. Il y a de la compétition. Mais bon, encore une fois, c'était l'esprit de camaraderie qui prévalait et on a vraiment vécu de très bons moments au lycée de Trinité. C'est un lycée qui était réputé comme difficile. Il y avait eu des grèves, il y avait eu des choses comme ça. Mais en tout cas, j'y ai passé de très bons moments. Et puis donc jusqu'au bac, donc j'ai fait un bac technique, F4, génie civil. Puis après, décidé de quitter mon île natale, voilà, en étant mineur. J'avais commencé l'école un peu tôt. Je devais être précoce pour certaines choses. Et donc, je suis parti à 17 ans pour suivre des études supérieures. D'abord à Toulouse. Alors, Toulouse, donc, je pense que c'était une ville idéale pour débuter. Oui. Parce qu'il y avait effectivement, déjà, il y avait mon frère qui était là, mon frère aîné, Jean-Luc. Et qui était déjà, et puis j'ai retrouvé beaucoup d'amis, de camarades, et effectivement, il y avait une belle communauté antillo-guyanaise dans la Ville Rose. Donc voilà, 2 ans de DUT, et puis après, je suis parti poursuivre mes études au Havre, dans la ville du Havre.
Pas le même climat. Pas le même climat, pas les mêmes conditions. Pas le même environnement, c'est sûr. Et j'ai eu la chance, en fait, de tomber sur une famille de Marinois que je tiens à honorer, donc la famille Sivat, qui résidait au Havre à l'époque et qui m'a accueilli comme un fils. Et ça, c'est aussi très marquant, très important pour moi. Et puis après le Havre, après 2 ans au Havre, et j'ai terminé mes études supérieures dans la très belle université de Savoie à Chambéry, au pied des Alpes. Et j'ai passé une année où je suis jamais allé skier. Et d'ailleurs, c'était le sujet de conversation avec mes camarades de promotion. Et voilà, donc... Et comment ça se fait pour quelqu'un de sportif comme toi Je faisais autre chose. Au niveau sport, j'ai fait beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, il me semble que ma dernière année d'études de DESS, j'ai sans doute fait un peu plus de sport que d'études, mais ce qui m'a pas empêché de terminer brillamment. Et d'ailleurs, dans les 2 domaines, puisqu'en sport, je faisais du foot, du volley, et puis surtout du handball. Et je jouais avec des Savoyards, beaucoup de Savoyards, des gens du coin, qui jouaient d'ailleurs certains dans des clubs UP. Chambéry, c'est un haut lieu du handball français. Et on avait une superbe équipe de copains aussi universitaires. Et nous, ce qui nous excitait un petit peu, c'était que nous, université, on aille battre les grandes écoles d'ingénieurs de Lyon, de Grenoble. C'est ce qu'on a fait, et puis on est allé cette année-là jusqu'en finale du championnat de France universitaire, où malheureusement on a perdu en finale contre l'université de Rouen à l'époque. Et donc en fait, tu es quelqu'un qui aime le défi et qui est un peu compétiteur. Ah ben ça c'est moi. Ça. Sortir de la zone de confort, ça peut résumer un peu qui tu es. Très clairement, non, très clairement, ça fait partie de ma personnalité. Alors, je suis le seul. Alors, ma sœur a fait une incursion dans le secteur privé, mais moi, je pense que je me suis lancé dans le secteur privé un peu par défi, parce que j'étais dans un environnement familial, et pas l'environnement familial proche uniquement, de fonctionnaires. De fonctionnaires, oui. Voilà, mais moi, ça m'intéressait pas. Et justement, quand tu étais petit, tu te disais quoi? Tu voulais faire quoi comme métier? J'ai toujours été intéressé par ces métiers du bâtiment et des travaux publics, toujours. Voilà, c'est très tôt, j'ai eu une espèce de vocation, et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir sur un bac technique pour être tout de suite dans le bain. Je crois que les parents auraient voulu que je poursuive sur des bacs plus généraux et dits plus prestigieux à l'époque. Mais je n'ai aucun regret des choix que j'ai faits. Et sincèrement, aujourd'hui encore, avec les anciens du lycée, on a d'ailleurs fondé une association l'année dernière pour justement promouvoir ces métiers du bâtiment et des travaux publics. Et on s'est revus il n'y a pas très longtemps, en fin d'année dernière, où on a fait une journée détente. Et aussi, on a travaillé parce qu'on veut... Nous, les anciens du lycée, porter notre pierre à l'édifice et redorer un peu le blason de ces métiers du BTP qui sont un petit peu dans la tourmente, malheureusement. Mais je crois que tu as d'autres aussi motivations. Là. Il y a en fait d'autres plutôt chantiers. Parce que il n'y a pas que ça. Il y a cette association, peut-être, effectivement, ce regroupement, mais il y a énormément de choses que tu mets en place. Dans ta vie de tous les jours. Donc, en fait, moi, on va revenir dessus, mais je me disais, mais à quel moment tu as le temps de dormir? Tu dors? Je dors un peu, alors... Pas beaucoup. Avec l'âge, je suppose qu'on dort un peu moins. Alors, j'ai cru comprendre que physiologiquement, on dormait un petit peu moins avec l'âge. Il y a effectivement des nuits où je dors pas beaucoup. Ceci dit, j'ai appris à récupérer sur des moments courts. Et donc, j'ai cette chance, je dirais, de pouvoir, à certains moments, dire stop, récupérer sur de courts moments, et puis après, continuer, repartir. Mais je crois que mon cerveau est un peu turbulent et qu'il... souvent, la nuit, je me souviens... Il fonctionne à plein régime. Il fonctionne à plein régime. Et souvent, en fait, j'ai pris l'habitude de m'endormir avec un petit carnet à côté de moi.
Et souvent, donc, au lieu de dormir, je me réveille et puis je note les idées. D'accord. Voilà. Je vois bien le schéma. Donc, pour revenir, donc, en 2006, ça a été l'année charnière pour toi, il me semble, puisque tu te mets à ton compte, c'est ça? Oui, donc alors je suis reparti quelques mois en fait sur l'Hexagone, d'ailleurs à Toulouse, et puis après j'ai pour le compte d'une entreprise navigué un peu entre les Émirats arabes, la Jamaïque, voilà. Et puis je suis rentré en Martinique, j'ai pris les premières vacances de ma vie en 99. 2 mois et puis après je suis rentré dans un groupe d'exploitation de carrière martiniquais où j'ai fait 7 ans donc à la direction. C'était mon premier poste de manager, de dirigeant. Et puis après je suis mis à mon compte à partir de 2006, notamment avec une expérience à l'export, donc dans l'île de la Dominique avec des amis, des investisseurs aussi. Je crois que c'est une île qui est chère à ton cœur parce qu'il y a énormément de choses que tu as faites là-bas. Oui, c'est une île où j'ai passé beaucoup de temps finalement, de belles années, de très belles années, des moments aussi très très difficiles, très compliqués. Alors pas spécialement dans l'entreprise. L'entreprise, on était plutôt surtout au début, une dynamique de croissance, d'expansion, de développement extrêmement exaltante. Mais j'ai eu à connaître donc en 2015 puis en 2017 2 événements assez dramatiques pour l'île voisine. Donc les 2 catastrophes naturelles, Erika en 2015 et Maria en 2017. Donc ce sont des événements marquants qui m'ont d'ailleurs profondément changé. Mm-hmm. Et justement, j'allais aussi y arriver. Est-ce qu'il y a donc, il y a des événements qui t'ont changé. Est-ce qu'il y a quand même des personnalités ou des personnages inspirantes qui en fait, je sais pas, en fait, t'ont inspiré dans ton parcours ou qui représentent les valeurs que tu prônes? Parce que en tant que chef d'entreprise, il y a, à ce que j'ai compris, il y a quand même des valeurs d'humanité, de bienveillance qui sont dans ton entreprise. C'est que au niveau du management, ça découle aussi de ça. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui ont marqué ton parcours? Oui, j'en ai rencontré un certain nombre. Parmi celles qui me viennent très spontanément à l'esprit, il y a mon père, alors qui est pas chef d'entreprise, mais qui a terminé à des fonctions donc de direction, donc de management d'établissements scolaires. Il est là, on continue à échanger. Et voilà, il m'a profondément marqué. Il y a aussi un homme qui a aussi été très important, je pense, pour l'établissement des valeurs que je voulais avoir en tant que manager et dirigeant. C'est Jean-Pierre Bontou, qui était donc patron d'abord du Nord-France Antilles-Guyane, puis court passage à Sogea aussi Antilles-Guyane. Et alors c'est un ancien militaire légionnaire, mais voilà. Mais j'ai son style de management, l'importance qu'il donnait à l'homme, à l'humain. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait instauré une devise de Jean Baudin: il n'y a de richesse que d'hommes. Et c'est vrai que c'était un vrai meneur d'hommes avec des très belles valeurs. Et j'ai beaucoup appris de lui. Et d'ailleurs, on a échangé il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a eu plaisir à se remémorer ces belles époques. Et tu prends plaisir à être un meneur d'hommes? Oui. Oui, j'ai été capitaine. Je suis souvent capitaine des équipes de foot dans lesquelles j'étais, donc je pense que je dois avoir une propension naturelle à être un petit peu leader, mais un leader... toujours dans la bienveillance et surtout dans la co-construction. C'est un mot qui m'est extrêmement cher et que je mets en fait en pratique. Donc c'est pas simplement un slogan qui fait beau, c'est vraiment ma pratique de tous les jours. Et j'aime beaucoup l'effort et le travail collectif et collaboratif, chacun ayant dans son rôle et sa mission quelque chose à apporter pour la réussite du groupe. Et souvent, j'aime beaucoup aussi l'intérêt général. Alors, c'est vrai que, voilà, là, je suis secrétaire général
d'un syndicat du bâtiment et des travaux publics. Donc, on fait du lobbying, on défend les entreprises d'un secteur, mais je crois qu'avec les administrateurs de ce syndicat, on veut le faire de manière bienveillante, donc en défendant les intérêts des entreprises, mais en ayant aussi des valeurs humanistes, notamment pour la ressource humaine. Tout à fait possible, et c'est ce que nous pratiquons en tout cas au quotidien, et en tout cas c'est dans de tels schémas que je me sens bien et que je peux passer des heures à travailler, y compris la nuit. Parce que c'est vrai que j'ai entendu dire en fait que tu nourrissais, comme tu viens de le dire, hein, une passion pour le développement humain, le progrès de l'homme. Et par rapport à tes fonctions, je me posais la question, mais comment tu peux finalement faire ajuster ça dans la pratique? Parce que tu as quand même des fonctions qui font que des fois, il faut être aussi offensif. Et que on n'est pas dans un monde, comme je te disais tout à l'heure, de bisounours. Et que c'est d'autant plus qu'il y a une complexité aussi de l'environnement, de contexte financier, géopolitique, etc. C'est pas si simple que ça. Non, l'environnement est dur. Le monde de l'entreprise est extrêmement dur et parfois extrêmement cruel. L'une des premières décisions que j'ai eu à prendre en tant que manager, c'est licencier quelqu'un qui avait 1,5 fois mon âge, voire 2 fois mon âge. Pas toujours simple. Par contre, je pense qu'il faut, à un moment donné, mettre le sens de la responsabilité au-dessus de ses sentiments, de ses émotions personnelles. Donc, je suis aussi, alors c'est peut-être le sport qui m'a appris à le faire, mais je suis aussi capable, je pense, de mettre la responsabilité qui est la mienne dans l'objectif collectif au-dessus de mes sentiments personnels, mes émotions. Alors, des fois, on m'a dit que j'étais un peu froid, mais je pense que je suis aussi capable d'être chaud, et en tout cas, je serai toujours humain, y compris en prenant des décisions difficiles. Tu as beaucoup été trahi? Ouais, un peu comme tout le monde, mais c'est pas très grave. Non, très sincèrement, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qu'on peut attendre. Donc, il faut pas en être surpris. La nature humaine, elle est ce qu'elle est. Faut faire avec. Moi, j'ai pas ni de regrets, ni de ressentiment, voilà, j'avance. Il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont fonctionné moins bien avec certaines personnes. Sincèrement, ce n'est pas très grave. C'est pas ce qui est grave. Et très sincèrement, je garde souvent les bons moments vécus avec ces personnes avec lesquelles les chemins ont divergé. Voilà, pour des raisons qui leur appartiennent, en tout cas. Souvent qui leur appartiennent. Voilà. J'ai été rarement, je pense, à l'origine de divergences, de ruptures, sauf peut-être des fois un petit peu dans ma vie amoureuse, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, tu n'es pas quelqu'un de rancunier? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'avance, il y a des choses que je peux mettre de côté, oublier, mais sans que ça ne génère chez moi des frustrations éternelles et sans que je ne cherche à faire du tort aux autres. Chacun vit sa vie, prend ses trajectoires. Et puis, ceux qui auront raison réussissent, et puis d'autres peuvent réussir aussi avec leur méthode, mais ce ne sont pas les miennes. Et où tu prends ces ressources-là pour pouvoir justement prendre de la hauteur, faire un pas de côté? Je pense que j'ai beaucoup puisé de choses dans ma pratique sportive. Et d'ailleurs, en 2017, quand il y a eu l'événement Maria sur la Dominique, en tant que chef d'entreprise, je me retrouve avec des... Alors j'ai passé l'événement ici, je suis revenu, j'avais une opération, donc je me suis retrouvé en Martinique pendant l'événement, et dès que j'ai pu aller en Dominique, je me suis retrouvé face à nos salariés qui étaient comme des zombies, donc des gens qui avaient subi quelque chose qui les avait dépassés. Oui, c'est sûr. Et j'ai, avec mon associé principal, Olivier Bellemare, essayer de trouver en fait des leviers pour pouvoir rallumer la flamme dans les yeux, puis se dire bon, on a eu un coup dur, coup très dur, le pays a eu un coup dur, mais on va faire quelque chose et on va s'en sortir, on va faire quelque chose. Et j'ai utilisé les leviers en fait que j'utilisais quand j'étais
capitaine de l'Éclair de Rivière-Salée, du Santana, etc. Ça a fonctionné, mais en réalité, je n'avais jamais été préparé ni formé à ces événements. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je reproche, rarement de reproche aux gens, et que je trouve qui manque en fait dans le cursus des jeunes étudiants aujourd'hui. On leur enseigne ce qu'il faudrait faire quand ça va bien, et puis quand ça va bien, et un peu moins, et malheureusement, les situations un peu plus complexes qu'ils vont découvrir en fait dans leur fonctionnement au quotidien, dans leur vie professionnelle. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, le sport aussi avait quand même une place privilégiée, comme la religion, etc. Ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire que maintenant, pour faire du sport, il faut être persévérant. Et chez nos jeunes, on voit que justement, la persévérance et l'effort, le goût de l'effort, il est pas là très souvent. Est-ce que c'est aussi dû à l'éducation? Mais il y a quelque chose, en tout cas, à repenser pour donner le goût de l'effort et le goût du collectif. Non, les vertus du sport collectif et du sport co sont formidables. C'est un terrain de formation, je dirais, de la vie sociale, de la compétition aussi. Hein. Moi, j'ai arrêté, j'étais encore chef d'entreprise quand je jouais à l'Éclair de Rivière-Salée. Et donc, je sortais de Saint-Pierre, venais jusqu'à Rivière-Salée m'entraîner. Le week-end, on était parfois mobilisés sur un jour et demi. Donc voilà, donc c'était beaucoup de sacrifices, mais beaucoup de joie de me retrouver en fait avec les copains. Est-ce que tu as vu des évolutions finalement au niveau des jeunes? En fait, ma dernière saison, bon, j'avais des problèmes physiques aussi de genoux, mais j'ai surtout arrêté parce que l'état d'esprit en fait ne me convenait plus. Donc les plus jeunes, ça me posait pas de problème de jouer avec des gamins, des plus jeunes que moi, mais c'était le fait que dans la victoire comme dans la défaite, ils avaient le même comportement. Ouais. Or moi, je n'acceptais pas la défaite. Je peux accepter qu'il y ait des équipes qui étaient meilleures que nous. Ça, c'est pas le problème, mais le problème, c'est le comportement et la réaction face, en fait, à la défaite, et ça me convenait plus. Donc, j'ai préféré arrêter et garder mes souvenirs. Donc, on peut parler de Contact Entreprise. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a mené vers cette association dont tu es l'actuel président? Non, mais c'est une vraie bonne question. En réalité, et je sais que mes pairs auront sans doute l'occasion de voir certaines interviews. Entre le moment où j'adhère à Contact Entreprise et le moment où je deviens président, il s'est écoulé en fait quelques mois et pas si longtemps que ça. Alors c'est peut-être un concours de circonstances, et je revois encore le moment où Lucie Manuel, donc qui était ma prédécesseuse, me dit: Jean-Yves, on a pensé à toi pour le poste de prochain président de l'association. J'ai demandé 15 jours de réflexion, j'ai interrogé, je me suis moi-même posé les questions de savoir ce que je voulais faire, sachant que c'est une position très intéressante, je vais vous dire pourquoi, mais qui est aussi très chronophage et qui est complètement bénévole. Mais il faut accepter, et je pense que c'est aussi moi, de faire beaucoup de choses bénévoles, et je pense que c'est là où on est très libre. Quand on est complètement bénévole, on est vraiment, vraiment libre. Et Contact Entreprise, qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est... alors, je peux en avoir une image un peu distordue, vue de l'extérieur, etc. Vrai, oui, et en réalité, c'est un formidable espace de liberté, un outil de transformation du territoire, un regroupement d'intelligence collective, de personnes qui acceptent de réfléchir. C'est aussi un outil qui colle à l'actualité et donc qui doit prendre des positions. On se réunit toutes les semaines, hein, c'est assez exigeant. Qui doit prendre aussi des décisions, et en pesant le pour et le contre. On n'est souvent pas d'accord sur tout au sein du bureau élargi.
mais on accepte de fonctionner en n'étant pas d'accord au départ, et on arrive toujours en fait à une position qui est consensuelle. Il n'y a pas de guerre d'ego. Non, non, sincèrement non, et on confie, alors la tradition confie au président une exposition un peu supérieure à celle des autres membres du comité directeur ou des membres du bureau. Donc c'était le seul risque pour moi, m'exposer. Mais en réalité, je pris ça avec beaucoup de détachement et en ayant décidé dès le départ d'être moi-même avant tout. Voilà, de représenter les intérêts de l'association, mais en étant moi-même. Et pour l'instant, j'arrive à faire la synthèse et je n'ai pas de conflit intérieur par rapport à la position de l'association et la mienne. Nous sommes en phase. C'est intéressant parce que c'est vrai que de l'extérieur, il peut y avoir une vision erronée, en tout cas, de cette structure, cette association. Mais voilà, c'est aussi à nous de rétablir la vérité. Hein. Là, nous sommes dans une très belle dynamique en fait d'adhésion. Il y a énormément de nouvelles entreprises qui nous rejoignent et on s'en félicite. Voilà, ça montre aussi peut-être que nous avons accepté de communiquer sur nous-mêmes différemment. Nous étions plutôt bons pour communiquer sur l'entreprise d'une manière générale, sur l'attractivité du territoire et peut-être pas assez sur nous-mêmes. Et nous avons accepté de le faire et on en tire un peu les bénéfices. Tu peux nous parler un peu de la Martinique vertueuse ? La Martinique vertueuse, c'est une ambition que l'association a portée. Donc c'est plutôt le bébé de Lucie Manuel. Mais j'ai participé avant donc que j'accède à la présidence aux travaux de l'association. C'est un peu dans notre ADN de travailler comme ça en cercle de réflexion, en think tank comme disent les Anglais, sur un certain nombre de thématiques. Et d'ailleurs la prochaine c'est la place de la culture dans l'économie martiniquaise, tout un programme. Et sur la Martinique vertueuse, nous avons voulu en fait faire une espèce d'état des lieux, alors qu'il n'est pas exhaustif, mais au moins, comme nous faisons d'habitude, porter un certain nombre de réflexions dans le débat public. Donc notre production, en fait, elle ne nous appartient plus à partir du moment où le petit livre est sorti. Le petit livre, il appartient à la Martinique et à tous ceux qui veulent s'en emparer. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. On peut récupérer où ? Alors, il est en ligne, ce petit livre, donc sur notre site internet, mais on tient également à en imprimer. Voilà, on essaie de le faire de manière vertueuse, puisque c'était l'objectif. Mais en tout cas, de manière à ce que les gens, il y a souvent des gens qui aiment bien avoir en main un livre, et on le fait au petit format pour que ce sera pratique. Et en tout cas, on continuera à faire des petits livres. Donc, il y a aussi une passion pour l'associatif, pour les causes humanitaires. On m'a dit ça, je sais pas. Oui, mais ça, c'est mon côté humaniste. Et alors, j'ai grandi dans un environnement, je dirais, socialiste, progressiste, on va dire. Donc, mes racines, tout en étant chef d'entreprise, alors des fois, il n'y a pas eu de vrai conflit, mais il y a eu des taquineries, notamment entre mon frère qui a été syndicaliste comme mon père, voilà, et beaucoup de respect, toujours beaucoup de respect. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur l'action que nous menons au niveau du syndicat du BTP, puisqu'on le bâtiment et les travaux publics est en fait pratiquement la seule branche où on pratique le paritarisme en Martinique, et c'est aussi une branche où les partenaires sociaux, comme on dit, se retrouvent. Alors des fois c'est un peu dur parce qu'on parle salaire et on voit bien que la période actuelle est compliquée. Mais depuis l'année dernière, et on se rencontre aussi, les partenaires sociaux se rencontrent sur des thématiques sectorielles autres. Donc on a discuté entre patrons et salariés, comme on dit, sur les questions de formation, sur les questions de l'attractivité des métiers. Et à la fin de ce mois, on se rencontre on a une rencontre qui est prévue sur la santé-sécurité au travail dans le bâtiment et les travaux publics. Et ce que nous faisons, c'est que nous invitons en fait des parties prenantes du territoire qui ont une expertise sur les sujets que nous traitons, et nous invitons à venir échanger avec nous, à venir nous alimenter. Et puis on échange entre patrons et salariés, c'est formidable. Donc on n'est plus dans une posture et un jeu d'acteur, on est plutôt dans quelque chose
de participatif et de... On est dans le vrai. On est dans le vrai. Mais la Martinique a besoin de ça. Sincèrement, si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est qu'on est sur un territoire qui est extrêmement conservateur. Donc, on est chacun dans nos secteurs et dans nos domaines sur des positions établies. Et on a du mal à en bouger. Et franchement, si on peut, au travers de contacts entreprises et au travers de l'action que nous menons pour le bâtiment et les travaux publics, donner une autre impulsion, montrer qu'on peut faire autrement, en tout cas, je serais content. On arrive vraiment au terme de l'entretien, on a même dépassé, mais je voudrais juste te poser 2 questions. En regardant dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment et de quoi tu es le plus fier? Voilà, s'il te plaît. Des choses différemment, oui, mais pas tant que ça, pas beaucoup. Je suis très content du parcours, des erreurs comme tout le monde. Et puis, ce dont je suis le plus fier, c'est sans doute mes enfants, mes 2 enfants. La paternité m'a profondément changé aussi. Et je pense que la paternité aussi donne une perspective et un objectif dans la vie. Alors, on peut le faire pour d'autres que son propre sang, mais en tout cas, le faire pour des petits bonheurs, ça me galvanise et ça me donne du baume au cœur et j'ai envie qu'eux réussissent dans ce qu'ils voudront faire. Hein. Il n'y en a aucun dans le BTP, d'ailleurs, dans ce qu'ils voudront faire, mais en tout cas, je serai toujours là en tant que père et pour les accompagner à côté de leur mère. Et un dernier message pour les jeunes Martiniquais qui te regardent? Alors vraiment, moi, c'est vrai que j'ai eu des expériences en dehors de la Martinique. Je suis allé me frotter à d'autres avec plaisir. Et si vraiment j'ai un message à faire passer à notre jeunesse, c'est dire on n'a rien à envier aux autres. Franchement, on a tout ce qu'il faut pour réussir. On a d'ailleurs, de par la complexité des fois de notre pays, un avantage concurrentiel sur les autres. Et vraiment, il faut qu'on l'utilise de manière très positive et qu'on ait de l'estime de soi, qu'on cultive ça et puis qu'on ait confiance. Et je pense vraiment que la Martinique peut faire des choses formidables. Et la jeunesse, en tout cas, c'est eux qui vont payer notre retraite puisque c'est la journée de revendication. Donc, ils ont intérêt à être bons et je pense qu'ils peuvent être très sincèrement extrêmement bons. Il y a tout ce qu'il faut en Martinique pour réussir. D'accord. En tout cas, merci pour ce témoignage, Jean-Yves. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt.